Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 21 décembre. Et votre podcast du jour est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Avant d'aller plus loin, nous voulons vous demander votre avis sur le podcast Z sur 7. Vous pouvez donner votre opinion en tant qu'auditeur de ce podcast et pour ça, il suffit d'accéder à l'enquête via le texte qui accompagne cet épisode. De cette manière, la rédaction pourra à partir de 2025 adapter encore mieux Z sur 7 à vos besoins. Le nombre de personnes malades a augmenté ces dernières années, un phénomène qui doit être pris en main par le gouvernement fédéral. C'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Changement de culture, entrepreneuriat, politique publique, la Belgique a établi un nouveau record. En 2023, la Belgique comptait un petit peu plus d'1 160 000 PME actives en Belgique. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses économiques quotidiennes. Z sur 7 à la une. Plus de 526 000 malades longue durée fin 2023. Un chiffre record livré par l'INAMI qui ne prend pas en compte les fonctionnaires. Une hausse de 5% sur un an qui est survenue selon Saad Al-Tamer, médecin et conseiller prévention chez Atensia, à cause de plusieurs éléments. On parle de facteurs plutôt privés à la maison, socio-économiques, mais on parle aussi de facteurs de conditions au travail, des conditions chez les employeurs, les conditions économiques dans les entreprises qui deviennent de plus en plus difficiles. Et puis évidemment, il y a aussi les facteurs généraux comme vieillissement de la population, augmentation de l'âge de la pension. Les troubles psychiques sont la principale cause d'incapacité et leur fréquence continue d'augmenter. Les affections musculo-squelettiques ainsi que les maladies générales cardiovasculaires et les cancers constituent également une catégorie importante. Ces maladies touchent en majorité les travailleurs âgés et les femmes. Il y a 10 ans, le fédéral a adopté la loi Retour au travail qui prône l'accompagnement des malades au travail grâce aux mutualités, à la médecine du travail et aux entreprises. C'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Saad Al-Tamer, toujours. C'est aider de façon multidisciplinaire, formant les managers, mettre en place des politiques qui sont uniformes pour tous les travailleurs dans les entreprises pour ne pas qu'il y ait des différences, former même les employeurs comment contacter, une simple formation sur à quel moment envoyer un message à ton travailleur absent ou à quel moment envoyer un bouquet de fleurs, qu'est-ce qu'il faut demander dans ces messages. C'est des petits détails qui vont tout doucement et d'ailleurs on travaille là-dessus maintenant avec beaucoup de grandes entreprises, mettre en place des politiques de réintégration, des politiques d'absentéisme. Depuis avril, le gouvernement fédéral a mis en place un fonds qui permet aux personnes malades de bénéficier de services spécialisés comme le coaching. Ce service reste méconnu. Cette année, seulement 20 travailleurs y ont fait appel. Z sur 7 à la une. Il n'y a jamais eu autant de PME en Belgique. Les derniers chiffres du SPF Économie montrent une hausse significative, comme le détaille Étienne Mignolet. En 2023, la Belgique comptait un petit peu plus d'1 160 000 PME actives en Belgique. Et effectivement, c'est un nouveau record et ça constitue une hausse d'un petit peu plus de 2% par rapport à l'année précédente, donc 2022. Si le nombre de PME augmente, le nombre de faillites aussi. Respectivement, on note une hausse de 7 et 10%. Durant la période Covid, on a eu une pause dans les faillites avec toutes les mesures de soutien et de report qui avaient été décidées par le gouvernement. Étienne Mignolet, SPF Économie. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de faillites en chiffre absolu est revenu en fait à la situation d'avant Covid. Donc cette augmentation, elle est vraiment liée à un effet de rattrapage statistique. La Flandre compte 650 000 PME pour 380 000 en Wallonie, mais les choses commencent à changer dans le sud du pays. On y voit un changement de culture et un plus grand soutien entrepreneurial, notamment par les politiques publiques qui visent à soutenir les petites entreprises. 96% des PME sont des micro-entreprises de moins de 10 employés, un point essentiel dans notre économie selon Frank Janssen, professeur en entrepreneuriat à l'UCL. On sait que les PME résistent beaucoup mieux aux crises que les grandes entreprises, fatalement, parce qu'elles sont plus petites et plus résilientes. Ces PME sont des contributrices fiscales, sont parfois source d'innovation aussi, sont également importantes pour le développement local, sont importantes pour la cohésion sociale.
Si la croissance n'a pas été aussi élevée en 2024 due au conflit géopolitique, la culture entrepreneuriale, elle, se développe. Z sur 7 à la une. Le kishing, contraction entre phishing et QR code, est une technique qui consiste à coller un faux QR code pour envoyer l'utilisateur sur un site internet frauduleux. Romain Denayer, coordinateur chez EV Belgium, explique cette pratique. La fraude au QR code est bien connue aussi bien à l'étranger qu'en Belgique d'ailleurs. Il y a des cas aux Pays-Bas, en Angleterre, etc. Et c'est quelque chose qui se représente aussi en Belgique. Tout simplement parce que c'est si simple de le mettre en place. La plupart du temps, les utilisateurs se rendent compte de la fraude, mais parfois, comme le souligne Thaël de Groot, inspecteur cyberdivision, elle est plus subtile. Donc des sites frauduleux qui mènent une transaction frauduleuse, mais aussi des sites qui récoltent justement les données bancaires de la victime, ce qui fait que ces données bancaires, ils vont se retrouver dans une liste sur le dark web par exemple, ce qui fait aussi que la victime ne se rend pas immédiatement compte qu'il est victime de ce genre de fait. Et donc si vous avez le moindre doute qu'il s'agit d'un site frauduleux, bien sûr coupez la transaction et le signaler à la police. Il y a quelques jours, des stewards de Parking Brussels ont constaté des nouvelles tentatives d'extorsion d'informations. La police confirme l'utilisation de la même méthode qu'à Bruges et à la Côte. Pierre Vassard, porte-parole de Parking Brussels. Ce sont des tentatives de fraude ponctuelles qui existaient déjà du temps où les redevances étaient posées sur les voitures. On mettait de fausses redevances sur les voitures et c'est une tentative d'extorsion contre laquelle on doit malheureusement régulièrement réagir. Une enquête est en cours, mais en attendant, la police prône le bon sens des utilisateurs. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier donne son analyse du cours des marchés internationaux. Aujourd'hui, Nicolas Deltour de la banque Belfius se tourne vers les États-Unis. Donald Trump a présenté à la Chambre son projet de loi avec 2 objectifs, financer le gouvernement pendant 3 mois et retirer tout plafond à la dette. Un projet qui a été rejeté massivement par les démocrates et les républicains. Le premier revers, c'est qu'une quarantaine de républicains se sont opposés au plan de leur propre parti. On rappellera que quand le financement du gouvernement fédéral ne fait pas l'objet d'un accord, eh bien, presque tout s'arrête au niveau fédéral. Donc si Trump ne trouve pas un joker ce soir ou cette nuit, et à savoir à travers l'adoption et la promulgation d'une loi au Congrès, eh bien, les services fédéraux vont fermer partiellement dès ce vendredi soir à minuit. Ça va mettre en chômage technique des centaines de milliers de fonctionnaires américains. C'est ça qu'on appelle le shutdown. Un shutdown qui a été observé ces 50 dernières années. On en a quand même connu une vingtaine, alors relativement concentrés sur les années 70 et 80, il faut reconnaître. Enfin, les élus, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition d'ailleurs, s'en servent parfois comme levier, si vous voulez, pour négocier en forme de bras de fer, sur des sujets parfois très éloignés du sujet budgétaire. On se souvient justement, il y a une quarantaine d'années, que le financement de l'avortement faisait l'objet de ces bras de fer. C'est régulièrement revenu sur la table, mais aussi certains équipements militaires, nucléaires, ou même la politique de la gestion de l'eau. Alors bien sûr, dans les années Reagan, typiquement, les fameuses coupes budgétaires à la Reagan ont provoqué aussi des crispations et donc des désaccords totaux et donc des shutdowns, et ça peut durer des semaines. Enfin, heureusement quand même pour nos fonctionnaires belges que ce système n'existe pas de notre côté. Bon, c'est d'ailleurs même un système qui est presque unique au monde. Des tensions causées par plusieurs facteurs tels que le style Trump 2.0 et le style Musk qui s'y ajoute. Donc les républicains et démocrates d'ailleurs, ils s'approchaient d'un accord mardi et mercredi qui visait à financer l'État fédéral jusqu'à la mi-mars et qui aurait évité le shutdown via un texte très élaboré de plus de 1500 pages, donc vraiment un vrai travail. Mais voilà, lorsque ça lui a été présenté mercredi, eh bien, Trump a descendu en flamme ce texte. Et bon, dès ce moment-là, les observateurs ont dit que ça sentait un peu le roussi pour ce shutdown. Des événements que les investisseurs suivent de près. Au moment où nous nous parlons, on est en plein suspense. Voilà, le président du Congrès avait même annoncé qu'il espérait quand même encore un vote dans l'après-midi, donc ce soir pour nous Européens. Mais donc, ça ne sera pas un vendredi soir comme les autres. Le suspense est à son comble. Mais quant au marché, ce n'est pas tellement le shutdown qui va les marquer, mais c'est surtout ce style
Trump 2.0, très disruptif, très imprévisible, qui crée de la volatilité, donc volatilité sans doute pour les marchés pendant un bon moment, y compris en 2025, et qui dit retour de la volatilité, dit retour des primes de risque, et donc tension sur certains taux américains, et d'ailleurs on le voit, ça apparaît dans les chiffres, et des tensions qui d'ailleurs ont été amplifiées par le discours d'un autre homme très puissant aux États-Unis, Jérôme Powell, hier, qui disait que finalement il allait un peu réorienter le tempo de ses taux directeurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Pour terminer ce podcast, Hamid Faljaoui examine la situation économique de la Chine en tant qu'usine du monde, mais aussi laboratoire d'innovation. Le message ce soir, puisque c'est le regard décalé, c'est de ne pas sous-estimer la Chine. Et c'est vrai que quand on lit la presse et les médias économiques, les nouvelles en provenance de la Chine ne sont pas hyper positives. Tout simplement, par exemple, la croissance économique, elle est de 5%. Alors, nous, on voudrait bien avoir 5%, mais pour un pays d'1,3 milliard d'habitants, c'est pas énorme. On était habitué à des croissances du PIB de 10, 11, 12%, et donc on les a plus aujourd'hui. On a toujours dit à un moment donné que en dessous de 6% de PIB, de croissance de PIB, le Parti communiste chinois risquait sa vie, si je puis dire, même s'ils sont plus de 100 000 à constituer ce parti, tout simplement parce qu'on le sait très bien, il y a un exode rural chaque année de 100 000 personnes qui quittent les campagnes, et donc il faut trouver un job ou des jobs pour ces personnes-là, sinon le pays peut imploser. On le voit bien aussi avec la hausse du chômage des jeunes, ce qu'on n'a plus vu depuis X temps. On voit aussi à travers l'immobilier, mais ça, vos experts boursiers en parlent régulièrement, c'est une catastrophe, il y a eu des faillites retentissantes. Alors c'est d'autant plus dommageable que pour beaucoup de Chinois, c'était leur poire pour la soif, puisqu'il n'y a pas vraiment de sécurité sociale en Chine. L'immobilier, notamment suite à la spéculation, leur permettait d'avoir une poire pour la soif. À partir du moment où la bulle immobilière s'est dégonflée et qu'il y a des tours entières qui sont absolument vides, les Chinois ne le consomment plus. Et ça a aussi des répercussions sur l'économie chinoise, dans le sens où pour le moment, le moteur principal, c'était le moteur de l'exportation, mais il est mis à mal avec déjà Trump, mais aussi avec Biden qui a continué à continuer cette guerre tarifaire. Mais la consommation interne ne suit pas. Et donc, ce sont les raisons qui expliquent pour lesquelles la Chine n'est pas au mieux de sa forme. La Chine a une capacité d'innovation par rapport à l'Europe et veut rivaliser avec les États-Unis. Là, ils sont peut-être pas prêts de les dépasser, contrairement à ce qu'ils pensaient, mais ce que je voudrais simplement, c'est qu'on passe pas par perte et profit les Chinois. Il faut se souvenir que quand ils sont entrés dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, on était un peu condescendants. Je me souviens encore des propos de Pascal Lamy, qui était le patron de l'OMC à l'époque, qui est un Français énarque, comme il se doit, et qui disait il faut bien qu'on les laisse nous vendre ou nous exporter des t-shirts pour qu'on puisse leur vendre des Airbus. Et ça, c'était l'époque où la Chine était l'usine du monde. Alors aujourd'hui, la Chine est toujours l'usine du monde, mais elle est aussi devenue le labo du monde. Il n'y a qu'à penser à tout ce qu'on voit aujourd'hui, les photovoltaïques, les panneaux solaires, les batteries électriques, les voitures électriques. Donc ils nous vendent aussi des centrales nucléaires, ils vendent des TGV à grande vitesse. Et il y a eu d'ailleurs un reportage absolument intéressant d'un de nos confrères dans le journal quotidien économique français Les Échos, où le correspondant local visitait une entreprise qui fabrique des avions électriques avec une autonomie de 300 km, 6 places, etc. Et là, on voit déjà, par exemple, à travers ce reportage-là, que la Chine se positionne, par exemple, pour tout ce qui est, aviation à basse altitude, donc à moins de 1000 mètres. Alors, ça peut servir à quoi ? Pour le tourisme, pour le transport, pour décongestionner un certain nombre de grandes cités ou villes. En Chine, vous savez qu'une petite ville en Chine, là-bas, c'est tout de suite 5, 6, 7, 8 millions d'habitants, mais il y en a plein d'autres. Le Caire, Sao Paulo, New York, Toronto, tout ce que vous voulez. Et donc, ils se positionnent par rapport à cet avenir-là. Et donc, c'était juste rappeler que les Chinois restent redoutables. Et ils restent d'autant plus redoutables qu'ils utilisent toujours la même formule, c'est-à-dire, en fait, la recherche-développement. Parce qu'aujourd'hui, leurs ingénieurs rivalisent avec les nôtres. Avant, c'était l'école bleue qui perdait leur job ici en Europe. Maintenant, c'est des ingénieurs occidentaux qui peuvent perdre leur job. Alors, ils ont toujours la même recette, c'est-à-dire, en fait, ils développent leur recherche et développement, mais ils peuvent l'amortir sur c'est même plus un pays, c'est un continent, 1,3 milliard d'habitants. Et à partir du moment où ils ont réussi à amortir cette recherche et développement, ils peuvent après nous fourguer, si vous me permettez l'expression, les mêmes produits à prix cassé en Europe, un peu plus difficilement aux États-Unis, mais chez nous en Europe. Et donc, alors vous étiez pas né encore à cette époque-là, mais il y a un bouquin que j'avais lu à l'époque d'Alain Peyrefitte, un ancien ministre français, qui disait, le bouquin s'appelait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Je crois que la Chine s'est réveillée déjà depuis un petit bout de temps.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Z sur 7. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette année. Olivier Mouton reçoit Frédéric Pagnier, CEO d'AKT for Wallonia. On se retrouvera le 6 janvier. Le temps est venu pour nous de vous souhaiter de bonnes fêtes et une heureuse année 2025. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.